d'exclamation podcast, une présentation de Place aux jeunes, Centre du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Exclamation Podcast. Encore une fois, je suis Audrey et je suis accompagnée de ma collègue Angéline. Bonjour. Et aujourd'hui, on reçoit Jacinthe Vallée. Bonjour. Donc, Jacinthe, tu as un parcours particulièrement intéressant, puis on voulait jaser de ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, là, présentement, tu as fait un changement de carrière, un changement de cap quand même assez important. Fait qu'est-ce que tu pourrais ouvrir le bal en nous expliquant un peu c'est quoi ce changement-là, ce qui est survenu dans ta vie là, récemment? Eh bien, moi, je suis âgée de 45 ans, donc ça fait déjà plusieurs années que je suis sur le marché du travail. Et puis, depuis 2 ans, j'ai décidé de faire un changement. Je suis retournée aux études. Donc, j'étais actuellement à l'emploi de la Fondation À Notre Santé de l'hôpital de Victoriaville. Donc, j'ai été 7 ans dans cet emploi-là que j'ai trouvé extraordinaire. Et puis, dans les 2 dernières années, je suis retournée aux études à temps partiel en même temps que mon travail pour éventuellement étudier la médecine. Et j'ai eu la chance extraordinaire d'être sélectionnée cette année pour le doctorat en médecine à l'Université Laval. Alors, j'ai quitté mon emploi avec regret et excitation en même temps. Et j'ai commencé depuis septembre les études à temps plein en médecine à Québec. Puis, est-ce que ça avait toujours été un rêve pour toi? Parce que je sais que j'ai déjà travaillé pour la Fondation, donc c'est pour ça que je connais bien Jacinthe. Donc, puis j'en entendais, tu avais déjà commencé, tu étais déjà dans ce processus-là là, de retourner au cégep, tout ça. Mais avant ça, est-ce que c'était déjà un rêve ou c'est vraiment quand tu as commencé à travailler à la Fondation? Comment que ça s'est passé, là, ce cheminement-là? Ça fait longtemps que j'y songeais et qu'en fait, je pensais que c'était pas possible à l'âge que j'avais. J'ai fait mon cégep, moi, en art. Donc, quand j'étais au secondaire, j'aimais beaucoup les sciences, puis j'aimais beaucoup l'école. Mais quand j'ai entamé mon cégep, j'ai eu le goût d'explorer le domaine des arts, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine-là. Ensuite, j'ai travaillé parce que moi, j'ai étudié pour faire des vitrines de magasins, de l'infographie, des choses comme ça. Et à ce moment-là, il y a eu l'Internet qui a commencé au Québec. Et j'ai plongé dans le domaine du web, les vitrines virtuelles. J'ai fait ça pendant 20 ans au niveau avec des compagnies qui développent des sites web et dans l'informatique. Mais déjà, dans les premières années de ma vie d'adulte au travail, j'ai réalisé que les sciences me manquaient, que intellectuellement, j'aurais aimé plus de défis, mais j'avais des jeunes enfants, donc c'était difficile de choisir de retourner aux études. Je ne pensais pas, premièrement, que c'était possible parce que je devais refaire mon cégep. Je ne savais pas si j'avais la possibilité, suite à ça, d'avoir d'assez bonnes notes pour être sélectionnée. En médecine, c'est quand même très, très contingenté. Donc, je me disais impliquer toute ma famille pour finalement ne pas être sélectionnée, c'était un trop gros sacrifice. Alors, ce que j'ai entamé à la place, c'est un bac en administration. Et mon objectif était clair d'aller dans le domaine médical après mon bac, dans un domaine plus administratif. À l'époque, j'avais 2 options. J'avais entendu parler de la profession de représentant pharmaceutique, qui est une profession plus marketing, mais en lien avec le domaine médical. Donc, je trouvais que ça s'apprêtait bien à ce que je faisais déjà au niveau marketing, puis ça pouvait se jumeler avec des compétences d'administration. Ça prenait un bac pour postuler dans ces postes-là. Donc, je me suis dit, je vais le faire. Puis, si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave. Un bac en administration dans l'emploi que je faisais était très approprié. Et puis, éventuellement, je travaillerai en administration de la santé si ça ne fonctionne pas. Ça m'a pris 10 ans à faire ça. Donc, j'ai fait mon bac par les soirs à l'université l'UQTR à Trois-Rivières, qui donnait aussi des cours à Victoriaville. Ça a fonctionné, ça a été quand même des sacrifices familiaux, mais ça se faisait bien parce que les études, pour moi, c'est comme un loisir, c'est quelque chose qui me nourrit. Donc, j'aimais beaucoup ça.
Et puis, c'était pas trop lourd à faire juste un cours ou 2 par session. Donc, quand j'ai terminé, après mes 10 ans, je me suis dirigée vers la profession de représentante pharmaceutique, comme je vous disais. Ça coïncidait avec un moment dans le marché où il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de mises à pied de représentants, beaucoup de gens très qualifiés qui étaient sans emploi dans le marché. Donc, plusieurs entreprises m'ont dit, tu as un beau profil, vraiment intéressant, mais on a trop de choix. Ça va être difficile de te donner une chance. J'étais un peu déçue, mais au même moment, la Fondation Notre Santé a affiché un poste de directrice générale, juste comme je terminais mon bac. Ça a été vraiment, wow, une belle révélation. Je dis, hey, c'est fantastique comme poste. C'est un poste de direction, mais dans une fondation dans laquelle je peux m'investir dans un hôpital, être en contact avec les médecins, avec le personnel, faire une différence pour la santé. C'était vraiment parfait pour moi, tout en mettant à profit mes connaissances en marketing, en gestion de ressources humaines et tout ça. Alors, j'ai sauté dans l'aventure en me disant, c'est super, ça va me contenter. Et effectivement, ça a été extraordinaire. J'ai tellement, tellement appris et apprécié tout ce que j'ai vécu dans cette expérience-là. Mais par contre, l'idée de faire de la médecine est toujours restée. Puis, si je me trompe pas, je pense qu'il y a une de tes filles, c'est ça qui étudie présentement en médecine. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a donné un petit peu le boost qui manquait un peu là, pour dire, OK, je suis chaude dans l'aventure, puis je retourne au cégep, puis j'enclenche les démarches? Est-ce que ça l'a joué ou... C'est effectivement un événement déclencheur dans mon processus. Il y en a eu 2, je dirais. Celui-là, mais avant même ça, il y a eu un voyage en Haïti que j'ai fait avec ma fille, un voyage humanitaire dans lequel j'ai vu à quel point les gens là-bas n'ont rien et profitent de la vie. Et ce qu'ils souhaitent le plus ardemment, c'est d'aller à l'école. Et ils vont investir beaucoup de temps pour améliorer les conditions de leurs enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Puis pour eux, la plus grande richesse, c'est la capacité de faire une formation puis de pouvoir faire ce qu'on veut dans la vie. Ça m'a allumé sur le fait que ici, au Canada, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. C'est seulement nous qui se mettons des limites. Et puis, ma fille, à l'époque, était au cégep. Et elle faisait son cégep dans le but d'entrer en médecine. Elle ne savait pas si elle serait sélectionnée. Et puis, quand elle a été sélectionnée, il y a 3 ans, elle m'a dit, maman, savais-tu, il y a des gens de ton âge qui font la médecine parce qu'il y a un profil de gens qui proviennent du marché du travail qui sont acceptés. Il suffit d'avoir déjà des notes à l'université, un bac à l'université ou une expérience justifiable et de faire nos cours obligatoires au cégep, puis on peut postuler. Puis à ce moment-là, je me suis dit, mon Dieu, est-ce que ça pourrait être possible pour moi? Je me dis, il y a des gens de ton âge, donc pourquoi pas? Et puis là, je me suis dit, ah, mon Dieu, si j'étais millionnaire aujourd'hui, je lâcherais mon travail, j'irais étudier, je serais... Je disais ça à mon chum, puis il me disait, mais pourquoi tu as besoin d'être millionnaire? Tu peux le faire. Donc, je dis, ah, ben, ouais, tu penses? Puis il m'a dit, ben oui, tu as toujours souhaité ça. Qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce qui t'empêche? Puis effectivement, je me suis réalisé que qu'est-ce qui m'empêchait, c'était moi-même qui me disais, ben peut-être que je ne serais pas capable ou peut-être que je ne serais pas capable de subvenir à mes besoins au sein de ma famille au niveau financier. Puis je me mettais des barrières à ce niveau-là. Alors, je me suis dit, tiens, je vais juste vérifier si c'est possible avec les notes que j'ai eues à l'université. Est-ce qu'elles sont suffisantes pour postuler? Parce qu'il y a quand même un contingent très, très important là, à l'entrée de médecine. Puis, au niveau marché du travail, si je vous donne un exemple, il y a 8 candidats possibles pour être sélectionnés à Québec. Puis, il y a environ 300 personnes qui postulent. Donc, il y a la moitié du critère de sélection qui est la note que tu as dans tes études universitaires. Et puis, ce n'est pas seulement tes notes au bulletin, mais il y a un ajustement qui est fait à propos du programme dans lequel tu étais. Donc, en administration, c'est un programme qui a une moins grande valeur que
le droit ou la physiothérapie ou une autre discipline plus scientifique. Donc, j'étais comme vraiment très, très limite, même si j'avais des très bonnes notes. Et puis, 50 de la note de passage ou de la sélection qui était au niveau des entrevues de mise en situation pour évaluer ta façon d'être, ton jugement, ton savoir-être. Donc, j'avais un petit risque de ne pas être sélectionnée, mais j'avais quand même beaucoup de chance aussi. Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que ça implique? Il faut que je fasse tout mon cégep, 10 cours de cégep en sciences. Pourquoi pas? Là, après ça, qu'est-ce que ça implique? C'est un risque financier parce que c'est 6 ans d'études sans salaire. Et puis, j'ai fait des recherches pour voir comment je pouvais financer ça avec des marges de crédit étudiantes, mes REER que je peux utiliser pour les sortir, pour financer mon salaire, tout ça. Alors, c'est là que l'aventure a commencé, puis qu'il n'y avait comme plus de raison de ne pas le faire. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire un cours. Puis si mon cerveau est capable de faire un cours, qui le premier, c'était les mathématiques intégrales, qui était quand même assez ardu. S'il survit à ça, je pense que je peux continuer. Donc, je vais s'inscrire au cégep. Donc, dans le fond, tu as commencé à prendre des cours au cégep alors que tu étais encore à l'emploi comme directrice là, de la Fondation Notre Santé. C'était comment concilier travail, études et famille? Bien, au début, c'était un cours dans ma session. Ça allait bien parce que mes enfants ils étaient assez vieux, donc ils étaient au cégep, ils étaient autonomes, donc je n'avais pas les mêmes obligations familiales. C'était plus la conciliation de l'horaire de travail qu'Angéline a pu constater. Des fois, c'est pas évident parce que c'est des cours qui ne se donnent pas de soir, donc c'est de jour. Il fallait que je m'absente 1 ou 2 fois dans la semaine pour aller au cours. Au début, j'étais craintive de le dire à mon employeur puisque je ne savais pas si je poursuivrais dans cette lignée-là. Mais ça a été une révélation, le cours. Mon état d'esprit a été positif dès le début. Mon cerveau me remerciait de lui donner de la matière à réflexion comme ça. C'était vraiment super. J'adore ça, même si c'est un cours de base de 25. C'est sûr que si j'avais fait ça au cégep dans mon parcours normal, j'aurais probablement trouvé ça plate. Mais quand on retourne, on ne voit pas ça de la même façon. Donc, ça m'a convaincue de poursuivre. Puis quand j'ai été convaincue de vouloir vraiment le faire, j'ai avisé mon équipe, j'ai avisé mon employeur et j'ai bénéficié d'un soutien incroyable, à la fois de mon président, Claude Charland, qui croit beaucoup à poursuivre les rêves et encourager les rêves des gens. Donc, je lui dois beaucoup dans cette aventure-là. Il n'a jamais mis de frein à mes études. Et puis, pour le reste, ben, il faut être bien, bien, bien discipliné. Parce que ça représentait un travail de 45 heures semaine à peu près, mon travail, plus à peu près une trentaine d'heures d'études, donc l'équivalent de 70 heures par semaine de travail. Et puis ça implique des soirs, des fins de semaine, bien sûr. C'est quand même des grosses semaines, là. Mais Oui. j'imagine que le fait que tu avais un but, tu étais motivé, puis là, comme tu disais tantôt, tu n'avais plus rien pour empêcher. Il y avait plus. Tu avais déjà comme analysé le côté financier, le côté gestion de temps, puis comment tu allais t'organiser. Donc là, j'imagine qu'il y avait juste comme l'envie de réaliser ton rêve là, qui devait faire en sorte que ça devait quand même bien se passer, puis qui faisait que c'était supportable, là, ces horaires de fou, là. Oui, tout à fait. Quand tu fais quelque chose que tu aimes, quand tu poursuis un rêve, l'effort ne semble pas si énorme que ça. Puis parce que là, après les entrevues de sélection, tout ça, j'imagine qu'il y a un temps là, avant que tu reçoives, je sais pas si c'est une lettre qui vous envoie pour dire que vous êtes sélectionné, tout ça. Mais quand tu as reçu la lettre, le courriel pour dire je suis sélectionné, comment tu t'es sentie à ce moment-là? C'est particulier parce qu'on était en contexte de COVID. Nous, on a fait nos applications au mois de novembre et puis on avait les réponses seulement en mars pour la première étape qui était l'étape de sélection pour passer aux entrevues. Donc, en mars, j'ai été sélectionnée pour les entrevues et presque tout de suite après, on est tombé en pandémie et les entrevues ont toutes été annulées. Donc là, il y avait un gros stress parce que moi, je savais que c'est là où je pouvais me différencier parce que mes notes étaient vraiment limites.
Puis c'est à l'entrevue que je pouvais faire une différence. Donc, j'avais très peur que ça ne fonctionne pas. Quoique je pouvais me reprendre l'année suivante, mais c'est quand même une année de plus. Puis alors que je ne voulais pas en perdre une. Puis quand on a fait des entrevues vidéo avec un programme tout arrangé où tu es filmé puis tu réponds par écrit, c'est pas la même chose. J'espérais avoir bien performé. Et quand j'ai été sélectionnée au mois de mai, j'ai reçu une lettre d'acceptation de l'Université de Montréal, dans un premier temps, et un refus de l'Université de Québec pour le moment. J'étais sur une liste d'attente. J'étais 10e pour un poste où il y a 8 personnes. Donc, il y avait 2 personnes avant moi. J'avais quand même des chances. Mais historiquement, dans les dernières années, c'était rare qu'ils se rendaient à la 10e personne. Habituellement, c'était soit 0 personne de plus ou une. Rarement 2. Donc, c'était quand même stressant. Et à l'Université de Montréal, ils obligeaient que j'aie terminé mon cégep avant de rentrer. J'avais prévu de faire un cours d'été et tous les cours d'été ont été annulés par la cause de la pandémie. Donc, je n'étais vraiment pas certaine que ça fonctionne à ce moment-là. Ça n'a pas été comme un « Wow, je suis acceptée ». Ça a été plus « Oh my God, je suis acceptée, mais peut-être que je ne pourrais même pas y aller ». Donc, c'était plus stressant qu'autre chose. Ça a pris à peu près 2 mois avant que ça se règle, là, qu'on sache si je puisse faire mon cours d'été, que je puisse vraiment être acceptée. J'ai trouvé un cours d'été qui se donnait, mais il finissait trop tard par rapport à la date où ça devait. Donc, c'était tout un affaire. Puis, entre-temps, à l'Université de Québec, à l'Université Laval m'a dit « On vous donne une place. » J'avais été sélectionnée. Donc, ça a été vraiment la fête. Là, je suis vraiment contente. Parce que, bon, enfin, je voulais être à Québec. Je voulais être près de ma fille. Je voulais étudier dans cette université-là que j'aime beaucoup et qui me rapproche aussi d'une ville que j'aime beaucoup parce que j'ai fait mon cégep à Québec. Donc, j'aime le ski, j'aime la neige. La perspective de vivre à Québec était très intéressante. Donc là, c'est le fun. Puis après, là, tout s'enclenche. Appartement, etc. Formation de nouvelles personnes dans mon travail. Mais en contexte de pandémie, c'était spécial. Ça va être particulier, effectivement. Oui. Puis là, au moment où on enregistre ça, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que tu as commencé. Comment ça se passe au niveau là, de vraiment rentrer, là, puis débuter ses études en médecine? Là, c'est vrai, là, ça se passe maintenant. Là. C'est extraordinaire. Je fais juste me promener sur le campus universitaire, j'ai les larmes aux yeux. Juste de penser que j'ai réussi à atteindre cette étape-là. Puis là, j'essaie de savourer chaque semaine de cours sans essayer d'avoir hâte d'être sur le marché du travail. Je me souviens quand j'étais étudiante plus jeune qu'on a tellement hâte d'avoir fini les études puis d'être rendu à travailler puis de faire du concret. J'ai vraiment pas ce besoin-là. J'ai travaillé, j'ai fait tout ce que je voulais dans la vie. Donc, là, juste étudier, c'est ça que je veux. Puis de profiter de chaque cours, de l'approfondir, de pouvoir enrichir mes connaissances pour m'assurer d'être un bon médecin plus tard, ça me comble de joie. C'est pourtant des matières plus théoriques au début, là, que souvent les étudiants plus âgés vont nous dire « Ah, inquiétez-vous pas, ça va devenir plus le fun quand ça va être plus pratique, plus concret. » Puis, c'est pas grave pour moi, ça me paraît tellement pas grave de faire de la théorie. C'est super intéressant. Donc, on peut dire que tu as vraiment une passion pour les études, puis apprendre, puis tout ça. Puis, ouais. Oui, vas-y, excuse-moi, Jacinthe. Hier, d'ailleurs, on a eu notre premier laboratoire d'anatomie où on entre dans une salle où il y a 4-5 cadavres qui sont exposés avec toutes les structures à analyser, à étudier. C'était vraiment une expérience spéciale. Puis là, ça me mettait vraiment dans le contexte concret. Puis, j'apprécie les études théoriques, mais quand je tombe dans du concret, je capote. Là, c'est vraiment mon rêve qui se réalise. Donc, j'en suis consciente. Puis, j'aime ça, je l'apprécie. Puis avec... Oh, vas-y. Vas-y, okay. Angéline. Je voulais juste revenir avec ton travail que tu as fait avec la Fondation, tout ça. Et, en tout cas,
quand j'étais là, on est souvent en contact avec les gens qui travaillent sur le terrain, qui nous racontent, qui témoignent de ce qu'ils font, qui témoignent de leur expérience. Puis souvent, c'était vraiment super intéressant, super fascinant d'entendre parler de ce qu'ils faisaient au quotidien. Je sais que moi, c'est pas ma vocation, mais pour quelqu'un comme toi, que c'était quelque chose qui était déjà intéressant, ça devait être vraiment fascinant d'écouter les gens qui étaient déjà sur le terrain et qui faisaient ce travail-là. Là. Est-ce que tu avais eu l'occasion de parler avec des médecins à l'hôpital ou que c'était un de tes rêves ou de voir qui te témoignent un peu comment ça se passait? Ou... Ben, c'est certain que j'étais très discrète sur le fait que je voulais faire ça comme travail puisque je ne voulais pas les insécuriser face à la fondation parce qu'on a une relation à bâtir avec les médecins en tant que fondation, mais il y a un médecin avec qui j'en avais parlé parce que sa discipline qui était de l'ORL, je la trouvais vraiment intéressante. Puis elle m'encourageait beaucoup, elle me donnait beaucoup d'informations, mais c'est certain qu'à chaque fois que je parlais à un médecin, eux ne savaient pas, mais moi j'enregistrais tout et je salivais juste d'écouter comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font dans le concret de leur journée. Et j'avais une attention particulière à comprendre pourquoi ils font les choses et comment ils les font. Ça m'aidait dans mon travail à la Fondation pour bien répondre à leurs besoins, trouver des solutions pour améliorer leurs conditions. Donc, ça faisait qu'ils se sentaient vraiment écoutés, compris, tant mieux. Ils ont compris plus tard pourquoi j'avais un si grand intérêt à les comprendre. En même temps, je suis tellement contente d'avoir pu parler à tous les départements de l'hôpital, comprendre ce que chaque spécialiste fait, avec qui il interagit, comment il est chanceux d'avoir un système qui le soutient au niveau des infirmières, des préposés, le système administratif aussi, à quel point ils travaillent fort pour soutenir le réseau de la santé, puis leurs défis, qu'est-ce qu'ils sont. Donc, ça me permet d'avoir une certaine vision différente quand je vais travailler. Je vais avoir la vision de, oui, comment le médecin travaille, mais aussi tout le réseau en dessous qui le soutient, toutes les attentes aussi que la population peut avoir envers son système de santé. Ça, c'est un bagage que je garde en moi qui va j'espère, me rendre très, très tolérante et conciliante quand il y a peut-être des difficultés ou quand les choses vont pas assez vite dans notre système de santé, pour essayer d'être plus constructive, positive que de blâmer les difficultés qu'on peut avoir. Je trouve ta réponse super intéressante, puis ça vient justement un peu à la question que je voulais poser tout à l'heure, là, quand c'est interrompu une et l'autre, mais Angéline, là, je veux savoir, de un, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus, c'est quoi le rôle d'une fondation comme la Fondation à notre santé? Puis comment ton expérience, justement, tu y as touché déjà un peu à la Fondation à notre santé, mais aussi dans tes autres expériences auparavant, comment tu penses que ça va être peut-être un atout pour toi ou y a-t-il des expériences ou des choses que tu vas prendre de tes expériences passées que tu dis, je vais pouvoir les appliquer plus tard, que ça va me servir en tant que médecin? Ah, définitivement. Ça fait que je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait parce que tout ce que j'ai fait va me servir puis je vais pouvoir l'appliquer. La Fondation, c'est un outil qui est mis à la disposition d'une population pour soutenir un hôpital, pour améliorer les services qu'il va recevoir de son hôpital. C'est un organisme qui est distinct de l'hôpital. Donc, on choisit qu'est-ce qu'on finance, on choisit pourquoi on le fait, puis c'est en fonction des objectifs d'améliorer, diminuer les listes d'attente ou donner des services supplémentaires, améliorer les conditions des employés pour qu'ils soient plus performants, plus heureux, le confort des patients aussi. Donc, tout ça fait que ça nous amène à bien comprendre les problématiques, peut-être les besoins du système de santé, où est-ce qu'il y a des irritants, où est-ce qu'on peut faire mieux, comment on peut travailler avec le gouvernement à donner un plus, que déjà c'est essoufflant pour nos gouvernements de soutenir un si gros système. Donc, tout ça, c'est ça que je vais m'en servir parce que j'ai souvent été confrontée à des médecins qui avaient des demandes, qui trouvaient que c'était long avant que les équipements se commandent, avant que ça arrive. Pourquoi? On n'était pas capable de les avoir plus vite. Mais en arrière, je comprenais le processus d'appel d'offres complexe que les employés devaient utiliser, et comment ils doivent se conformer à aussi des règles pour l'achat des équipements, etc. Donc, ça, je vais m'en servir
pour expliquer à mes collègues pourquoi c'est long, puis comment aussi c'est important de soutenir nos fondations parce que c'est pas tous les médecins qui donnent la même mesure à leur fondation. Et puis pour moi, c'est évident la différence que ça fait. Puis c'est évident aussi que la chance que j'ai, c'est beaucoup grâce à la population parce qu'on est payé par les taxes que la population donne. Donc, c'est un devoir de redonner à cette population-là. Mais donner à des fondations, c'est une façon de redonner seulement par du positif, par des choses qui vont améliorer concrètement les soins que la population va recevoir. Donc, ça, je souhaite être un ambassadeur auprès de mes collègues médecins sur l'importance de contribuer. Puis même mes expériences passées, dans tout ce que j'ai fait au niveau de la gestion d'équipe, gestion de projet, j'ai travaillé dans l'informatique, puis Dieu sait combien c'est informatisé maintenant, la médecine. Là. Tout est en forme de logiciel. Il faut être super à l'aise avec les technologies de l'information. Donc ça, c'est pas inquiétant pour moi. Je l'applique déjà, puis ça va bien. On est tout en virtuel là, actuellement, puis ça ne me pose pas de problème. C'est long parfois, mais ça va. Donc, toute la question de gestion d'équipe aussi, parce que quand tu es en médecine, tu es un gestionnaire d'équipe. Tu travailles en équipe avec des infirmières et des gestionnaires et tu dois travailler pour arriver au même but. Donc, on fait des réunions, on doit débattre des points, on doit comprendre les différences des gens, accepter leur façon d'être ouvert aux différents types de personnalités. Ça, c'est des bagages humains que j'ai acquis par expérience qui vont me donner beaucoup d'aide dans mes premières années. Donc, peut-être que par rapport à un jeune diplômé, oui, je suis plus vieille, j'ai moins d'années pour avoir de l'expérience, mais j'espère rattraper rapidement peut-être les premières années de l'expérience humaine qu'on peut acquérir quand on est plus jeune sur le marché du travail. Je voudrais t'amener un petit point plus centre du Québec. Donc, toi, tu as toujours habité dans le coin de Victoriaville, si je ne me trompe pas, hein? En fait, je suis une Montréalaise à la base. Ah oui? OK. J'ai été plus de 20 ans dans la région de Victoriaville. C'est vrai, mais après, donc tu t'es arrivée à Victoriaville, comment, pourquoi? On avait une maison de campagne à Saint-Clotilde-d'Orton, entre Drummondville et Victoriaville. Mes parents avaient l'intention d'habiter là, de partir de Montréal pour s'établir en campagne. Et c'est à ce moment-là que j'ai connu la région. Donc, on s'est établi, j'étais en secondaire 5. J'allais à l'école Monique Proulx à Warwick pour mon secondaire 5. Puis ensuite, j'ai fait mon cégep à Québec. Mais en sortant du cégep, je me suis établie à Victoriaville. Puis j'ai découvert cette belle région-là qui est extraordinaire pour élever une famille, pour avoir une qualité de vie. On peut faire de tout. Et puis, on n'a pas les contraintes du trafic, puis le coût de la vie des grandes villes. Donc, j'ai beaucoup aimé. Puis, c'est aussi un intérêt pour moi d'y revenir. Si, après ma formation, je peux faire une partie de ma pratique dans la région, ce serait intéressant. Mes parents sont encore là, ils sont vieillissants. Éventuellement, ils vont avoir besoin de plus de soins de santé, donc j'aimerais ça être près d'eux. Puis, mes enfants, par contre, ils sont dans Montréal, Québec, puis on ne sait pas s'ils vont revenir dans la région, mais ça, c'est encore tôt pour savoir. L'avenir nous le dira. Ouais. On n'aurait pas pu mieux dire pour parler de la région. Là, on dirait presque que c'est arrangé tellement que c'est bien. Mais ça m'amène à un point, justement, tout à l'heure, quand tu parlais de la Fondation, tu parlais de l'importance de redonner à la population. Puis ça m'amène à te poser la question, quand tu étais à la tête de la Fondation à notre santé, comment c'était le lien avec la population de la région de Victoriaville? Là, comment vous étiez reçus? Comment ça se passait? La population de Victoriaville, elle est incroyablement généreuse. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens de cœur dans cette population-là. Puis il faut être dans une fondation pour en prendre conscience complètement. On est entouré de familles qui, de génération en génération, vont donner, qui veulent s'impliquer pour faire une différence. Toutes les activités qu'on a développées, il y a eu un succès, les gens participent. Les gens sont fiers à Victoriaville de la communauté qu'ils ont.
Ils sont fiers des services qu'on a et puis de la qualité de vie qu'on a, et puis ils veulent préserver ça. Ils veulent aussi avoir plus de services locaux. Donc, quand on leur parle d'un hôpital qui peut se développer et offrir plus de services localement, au lieu d'avoir à aller à Montréal, Québec, Sherbrooke pour avoir des soins, ils sont contents d'y contribuer. Donc, j'ai découvert à quel point on est soutenu, puis c'est fou, on envoie des lettres de sollicitation dans toutes les maisons, puis on reçoit des dizaines de mille de dons, des centaines de lettres qui reviennent, qu'on traite. Par année, là, il y a environ plus de entre 10 et 15 000 dons qui sont faits à la Fondation par la population au niveau postal, comme ça. Donc, c'est assez incroyable. C'est en plus des entreprises, beaucoup d'entreprises qui s'impliquent pour faire une différence, pas seulement en argent, mais en temps aussi. Il y a un conseil d'administration formé de PDG des plus grandes entreprises de Victoriaville qui ont bien d'autres choses à faire que de donner du temps. C'est ce qu'ils ont de plus précieux. Puis ils le font avec cœur, ils sont contents. Même, ils travaillent à convaincre les autres de s'impliquer. Donc, ça, c'est une grande, grande richesse que peut-être la population n'est pas toujours consciente à quel point il y a des gens dans cette communauté-là qui croient au développement de leur ville et qui investissent dedans. Donc, il suffit de se promener un peu partout puis de voir à la piscine, au centre, au carré 150, aux écoles. Il y a des plaques un peu partout, des donateurs qui ont contribué. Si vous faites le tour, vous remarquez qu'il y a souvent les mêmes noms qui reviennent. C'est des gens qui croient, qui veulent redonner, qui ont eu des entreprises qui ont fait des sous, puis que lors de la vente de leur entreprise, ils ont réservé un montant pour donner à perpétuité dans leur région. Je trouve ça admirable. C'est la preuve qu'on a, on a vraiment une région qui est dynamique avec des entreprises aussi qui sont dynamiques. Puis ça donne le goût là, de travailler pour une entreprise. En tout cas, pour ma part, je trouve que de travailler pour une organisation qui redonne, qui est impliquée dans cette communauté, c'est très motivant, c'est vraiment important, puis ça donne le goût de s'impliquer encore plus. Là. C'est super intéressant que tu mentionnes là, le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là, qui soutiennent, qui s'impliquent. Là. En plus d'une population aussi qui soutient sa fondation, son hôpital, ses infrastructures. Là. Donc, on a une belle région. Oui, tout à fait. C'est la même chose. Si vous représentez le Centre du Québec, je sais que c'est très dynamique comme ça à Drummondville aussi. On a des contacts avec la Fondation Drummondville et puis c'est fou comment c'est similaire à Victoriaville au niveau de l'engagement de la population et des entreprises. Donc, on est chanceux au Centre du Québec. Tout à fait. Moi, j'avais une question parce que là, t'es plus un petit peu âgé que notre public cible de base qu'on dessert. Là. Nous, c'est les 18-35 ans. Mais on trouvait ça important de te rencontrer malgré tout parce que ben, ton parcours est vraiment unique, vraiment intéressant, puis super inspirant, là, même pour des jeunes qui, en ce moment, sont peut-être aux études ou qui viennent de terminer. Je voulais savoir, est-ce que tu aurais un conseil pour ces jeunes-là qui peut-être sont aux études, qui terminent, qui là, ils voudraient peut-être s'installer dans la région, mais qui ne savent pas trop. As-tu un conseil pour eux, quelque chose que tu voudrais mentionner? Un conseil que j'aime bien donner, c'est de ne pas se faire d'attente sur notre futur, notre travail. Puis, des fois, on choisit un domaine d'études, puis on se dit, bon, est-ce que j'ai choisi la bonne chose? Est-ce que je fais bien? On aura toujours le temps de faire tout ce qu'on veut faire dans la vie. J'ai étudié 3 choses différentes dans ma vie, puis les 3 m'ont apporté beaucoup. Et je m'en sers tous les jours. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de savoir est-ce que je choisis la bonne branche, premièrement. On se lance dans ce qu'on aime faire, on le fait. Si éventuellement on veut faire autre chose, il y a toujours le moyen de le faire. Puis, dans notre région, il y a énormément de possibilités au Centre du Québec dans tous les domaines. Donc, des fois, on pense que juste dans les grandes villes qu'on peut vraiment se réaliser, mais c'est faux. Puis les régions plus petites peuvent nous permettre de se réaliser davantage, parfois parce qu'on est capable d'avoir des mandats qui touchent plus large, on a des responsabilités plus grandes, on peut gravir les échelons dans les entreprises plus rapidement aussi parce qu'ils ont des besoins, puis il y a moins de main-d'œuvre des fois qualifiée pour faire des postes de direction et tout ça. Donc, ça donne des chances incroyables aux jeunes. Donc, le conseil, c'est de ne pas avoir peur, puis de foncer, puis de ne pas avoir peur qu'en région, on va faire quelque chose de moins bon parce qu'on n'est pas allé à Montréal ou Québec. Puis,
les régions sont des endroits magnifiques pour élever nos familles avec beaucoup de temps disponible pour faire des sports, des loisirs, et se réaliser. On a tout ce qu'il faut dans Victoriaville pour faire ça. Puis d'ailleurs, ça me fait penser à un autre point que je voulais te parler parce que tu es une grande sportive. Tu fais du ski, de la randonnée. Est-ce que tu aurais des suggestions d'endroits que tu vas au centre du Québec que tu voudrais suggérer, tes meilleurs coins, tes secrets les mieux gardés? Oh my God! Le Mont Tabasca, c'est un endroit que j'adore pour faire du ski de fond, puis de la randonnée, du vélo ou de la course à pied. C'est une belle petite montagne, pas trop grosse, mais qui est parfaite, qui est à 5 minutes de chez toi, qui peut te faire une heure ou une demi-heure de sport en pleine nature. On a un beau lac aussi. Un tour du lac, c'est 5 km, c'est parfait pour le jogging. Ensuite, dans le centre du Québec aussi, la région de Drummondville, je trouve qu'elle est bien pour le vélo, même Vito et ses alentours. Là, au niveau du vélo, on a des super belles pistes cyclables avec toutes sortes de niveaux parce qu'il y a beaucoup de côtes. Donc, c'est surprenant. On pense que c'est plat, notre région, là, mais c'est montagneux aussi autour de Victoriaville. Donc, on peut avoir des bons défis en vélo. C'est pas mal ça. Mes coups de cœur, il y a au ski de fond aussi à Québec, pas Québec, à Plessisville, il y a un beau centre de ski de fond qui n'est pas très connu, mais qui donne des belles distances et qui est très bien entretenu. Je mettrai les liens dans la description là, pour ceux qui veulent aller voir ces suggestions. Là. Les endroits moins connus, là, je vais les mettre en description. Est-ce qu'Audrey, tu avais une autre question? Bien, je pense que moi, ma question, je reviens un peu sur les régions qu'on parlait, là. Tu parlais de la qualité de vie, etc. Je ne sais pas si tu es en mesure de me répondre, mais est-ce que tu sais s'il y a une différence dans la façon d'exercer le métier de médecin ou la réalité de médecin quand on est dans un grand centre versus dans une région? Est-ce que, là, je te lance la question comme ça, je ne sais pas. Oui, tu connais la différence. Ça dépend des spécialités que tu veux exercer, mais ce que j'entends beaucoup, c'est qu'il y a plus de possibilités dans les régions. Beaucoup de médecins vont dans les régions pour avoir plus d'autonomie et pouvoir exercer plus de choses parce que, exemple, en médecine générale, familiale ou encore en médecine interne, la médecine interne, ça, c'est ceux qui sont à l'hôpital qui s'occupent de tous les organes internes. Donc, ça, quand on est dans un grand centre, mais souvent, il y a des systèmes qui sont réservés à des spécialistes. Exemple, le système pulmonaire, ça va être un pneumologue. Le système cardiaque, ça va être le cardiologue qui va s'en occuper. Mais quand tu es à Victoriaville, il faut que tu sois un peu plus généraliste, puis ça se peut qu'il manque de spécialistes, puis tu sois obligé de pratiquer au niveau de la pneumologie, au niveau de la cardiologie. Puis c'est très stimulant, ça, pour les médecins. Ils ont plus de latitude, donc ils ont plus de cas à traiter. Donc, ils ont l'impression d'en faire plus avec la formation qu'ils ont eue. Donc, c'est des avantages. Puis, ils ont le même salaire qu'ils soient à Montréal ou à Victo. Donc, quand on sait que la qualité de vie est supérieure dans les régions parce que le coût de la vie est inférieur, mais pour le même salaire, tu en as beaucoup plus. Donc, c'est intéressant aussi. Il y a beaucoup de postes aussi pour des gens qui veulent faire des spécialités qui sont non comblées dans les régions, comme à Victoriaville, on est constamment à la recherche de spécialistes. Donc, ça donne des opportunités aussi de développer une spécialité plus facilement que dans les grands centres. Il n'y a que des avantages. Il y en a beaucoup. Bien, merci beaucoup, Jacinthe, en tout cas, d'avoir discuté avec nous là, de ton parcours vraiment exceptionnel. Là, je tiens à le dire, c'était une grande source d'inspiration pour moi qui a eu la chance de te côtoyer là, dans le cadre de la Fondation. Mais c'est vraiment inspirant là, tout ce que tu réalises. Puis, tu ne te mets pas de barrière. Tu sembles vraiment foncer vers tes objectifs. Puis, c'est une source d'inspiration. Puis, on devrait tous prendre exemple sur toi là, pour ça. Là, c'est vraiment impressionnant. Fait que je ne sais pas, est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on termine que tu voudrais mentionner? Ou, Je peux mentionner que merci beaucoup. Merci de me permettre de partager mon expérience, puis merci pour vos beaux mots. J'aimerais dire aux gens que des fois, c'est bien inspirant, des parcours comme ça,
Mais ça ne prend pas des parcours aussi spéciaux pour être inspirant ou pour être une personne extraordinaire parce qu'il y a des gens dans tous les métiers, qui se donnent, qui mettent tout leur cœur, puis ça a autant de valeur. Des fois, exemple, il y a une personne de l'entretien qui me disait « Ah, j'admire ton courage de faire ça. » Puis je me disais « Bien, moi, j'admire ton courage de faire de l'entretien à l'hôpital à toutes les semaines, puis de le faire avec ton cœur. Puis moi, ça me demanderait tellement de courage de faire ça, alors que ça ne me demande aucun courage de faire ce que j'aime. » Donc, chaque personne qui va être à la place où il doit être parce qu'il aime ça, ben, c'est ça la réussite, je pense, c'est pas d'impressionner, c'est de faire ce qu'on aime. C'est là qu'on a réussi et qu'on est heureux. C'est un très beau mot de la fin. Je pense qu'on va terminer là-dessus. On ne peut pas faire mieux. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci. Bonne journée.